Est-ce qu'on nous entend? Là, je pense que ça devrait être bien, parfait. C'est bon? Merci à ceux qui ont pris une pause café suffisamment courte pour nous rejoindre. On va repartir pour une grosse heure de débat sur ces sujets qui sont extrêmement d'actualité pour nos adhérents. Donc, j'aimerais juste avant que l'on passe dans la deuxième partie de la matinée, qu'on revienne un petit peu sur l'interconnexion PMS, Channel Manager, Booking Engine, comment tout ça, ça peut nous aider et être un véritable outil stratégique de fidélisation. Je vous donne à chacun la parole sur ce sujet. Mathieu, tu veux commencer peut-être? Ok, je me lance. Non, mais parce qu'on a parlé beaucoup des logiciels en silo. On a parlé du PMS, on a parlé des CRM, etc. Mais tout ça doit marcher ensemble. Alors, on a compris que le CRM se nourrissait du PMS. C'est un peu la clé, c'est une conversation machine à café. Mais le CRM, il peut aussi se connecter avec les logiciels de vente, de distribution, le fameux Booking Engine. Et j'ai deux exemples en tête que je voulais partager parce qu'il me semble que c'est intéressant, ça ouvre un peu les chakras. Ce qui est intéressant, c'est quand on analyse les avis clients, on va en reparler tout à l'heure, c'est de recouper les avis avec les réservations pour voir s'il y a une corrélation. Et on se rend compte que parfois, plus le prix augmente, plus le niveau de satisfaction peut varier. Avec des points de bascule, quand on dépasse un certain prix, là, les gens peuvent trouver qu'en fait, il n'y a pas le rapport qualité-prix qui va bien. Donc ça, c'est un exemple d'usage de ces deux outils en combiné. Et puis l'autre exemple, quand on parle de fidélisation, je disais, il ne faut pas faire des ristournes, je suis bien d'accord. La chose qui parle, c'est le voyageur d'affaires. C'est 5% ou c'est 10% de réduction. En fait, il s'en fout, lui. C'est une note de frais. Donc en fait, les 15 balles qu'il va économiser, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, ce voyageur d'affaires, parce qu'il revient dans un hôtel où il est identifié, il a un avantage personnel, il peut laisser sa valise le matin et aller faire sa journée et pas se trimballer avec sa valise toute la journée, ça c'est un vrai bénéfice personnel que le service voyage de l'entreprise n'a pas pris en compte. Donc là, il y a un avantage personnel à revenir dans un hôtel. Voilà un exemple concret. Donc, ce n'est pas une ristourne, ce n'est pas une réduction. Avoir une bière offerte au bar, pareil, c'est quelque chose qui ne peut pas passer en note de frais. Ça ne coûte pas grand-chose de payer une mousse à un client. Et pour le coup, lui a un intérêt personnel et ce n'est pas lié à son voyage d'affaires. Voilà des exemples concrets d'incentives qu'on peut offrir aux clients fidèles qui ne sont pas forcément des réductions. L'autre chose, il faut aussi réfléchir à pourquoi les clients sont fidèles à tel ou tel service. Et un des sujets qu'on souvent on oublie, c'est que réserver, c'est fastidieux. Il faut sélectionner ses dates, bon ça c'est le minimum, mais après il faut mettre ses coordonnées, mettre sa carte bancaire, son téléphone, son email, etc. Résultat, si je viens régulièrement dans le même établissement, si je dois refaire ça toutes les semaines, en fait c'est casse-pied. Ce qui explique en partie pourquoi vous avez des clients qui viennent de manière très régulière dans vos établissements et qui re-réservent à chaque fois par un autre ticket. Parce qu'en fait, c'est plus simple de réserver toutes les semaines sur Booking.com. C'est horrible de dire ça, mais sur Booking, je retrouve ma dernière résa, je fais réserver à nouveau, tac, je choisis les dates. Peut-être qu'un jour l'IA choisira les dates pour moi, en tout cas pour l'instant, je choisis les dates, hop, c'est réservé. Et donc, un des enjeux pour fidéliser les clients, mais les fidéliser en direct, c'est de faire en sorte que la re-réservation se fasse de manière simplissime. Et que se fasse de manière simplissime sur votre site internet et pas sur celui des OTA. Et donc, un des sujets justement de lier le CRM et les outils de réservation, et en particulier les outils de réservation sur votre site, c'est de faire un lien logique entre le CRM et le Booking Engine pour que quand le client souhaite re-réserver, il soit authentifié et qu'il n'ait pas à ressaisir toutes ses coordonnées. Et il soit authentifié automatiquement. Éventuellement, s'il est fidèle, il a le droit au early check-in dont je parlais tout à l'heure, eh ben, ça sera par défaut associé à sa réservation. Mais comme ça, on aura facilité la réservation de ses clients fidèles. Voilà des exemples concrets de comment on peut faire le lien entre ces différents outils, en particulier le fameux CRM et les outils un peu historiques, mais nécessaires que sont les Booking Engine. Mais là, il y a par exemple une société qui est en train de travailler sur une solution, alors ça avance petit à petit, sur ce côté de pouvoir faciliter l'aspect réservation. Alors, ils ne l'ont pas fait pour les clients fidèles, mais je suis en train de me dire que ça pourrait être un truc qui pourrait être hyper intéressant. Mais c'est ce côté d'envoyer un mail à l'hôtel. Vous recevez toujours des demandes de réservation par mail, il y en a encore.
avec des questions, oui, mais si je viens à telle heure, est-ce que ceci, etc. Et en fait, une petite IA qui scanne vos mails, repère ce qui ressemble à une demande de réservation, récupère les informations dans le PMS et renvoie un mail automatique. Donc en fait, vous n'avez pas à vous en occuper, ça se fait tout seul. Mais typiquement, par exemple, un client fidèle qui a l'habitude de réserver par mail, là, ce serait hyper pratique. Il vous envoie un mail, tiens, je voudrais revenir, et hop, il y a une IA qui a répondu 4 secondes après. Pas de problème, c'est déjà réservé. Voilà, ça peut être des moyens Mais là, assez on commence sympas. à avoir des outils qui permettent de Voilà, faire ça. ça Ouais. commence tout doucement. Donc, mais ça va arriver. Oui. Est-ce que ces outils-là, c'est des choses qui seraient déjà intégrées au PMS ou c'est encore une solution qui est connectée? L'éternel débat depuis le premier PMS. Non, c'est quasiment jamais connecté au PMS. Enfin, ça ne fait pas partie du PMS. Ça devrait faire partie du PMS, typiquement ce genre de choses. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas partie du PMS. Probablement qu'il y a des PMS nouvelle génération qui vont arriver, des PMS, parce que faut voir que, alors là, on rentre un petit peu plus dans le derrière, comment ça fonctionne quand on code ce genre de choses. En fait, quand vous codez un logiciel, quand vous le développez, vous avez certaines technologies que vous utilisez. Et ce n'est pas parce que l'IA arrive que demain, vous pouvez claquer les doigts et ça y est, il y a de l'IA partout. Très souvent, ça nécessite de redévelopper beaucoup de choses. Donc moi, et là, attention, on rentre dans du point de vue personnel. Il n'y a pas de stats ou de choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de PMS en fait, qui ont été développés avec des vieilles technos et en fait, qui malheureusement, pour pouvoir commencer à intégrer ce genre de choses, ben, ils doivent pas redémarrer à zéro, mais pas très très loin quand même. Bah, si la data n'est pas exploitable, il faut redémarrer à zéro. En fait, c'est bien ça le problème. C'est comment est-ce que la data a été enregistrée, comment est-ce qu'elle peut être exploitable par un nouvel outil qui va aller chercher telle donnée pour aller qualifier effectivement le client, sa demande, son besoin. C'est tout l'enjeu. Donc encore une fois, la data, c'est le nerf de... Ah ben, de toute façon, la data, on est d'accord, mais là je parlais même de la façon dont le code est écrit derrière et les technos. Donc c'est probablement ça. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ben, le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes ces solutions, ce qu'on appelle du no-code, donc c'est-à-dire on peut chacun chez soi créer une petite application, on va avoir une effervescence de nouveaux outils qui vont arriver, qui seront tous des bons outils très simples, très sympas, etc. Il n'y en a aucun qui va révolutionner l'hôtel, mais ça va être, on a économisé un petit peu ça, on a changé un petit peu ci, etc. C'est plein de petites choses, et il faut qu'ils puissent tous se connecter au PMS. Et c'est vrai que si aujourd'hui vous avez un PMS qui n'est pas facilement connectable, pour le futur, ça va être un peu complexe. Voilà. Après, il faut choisir le PMS qui offre le maximum d'API ouvertes pour pouvoir interfacer le maximum de solutions possibles. C'est ça. Moi, je connais un petit peu quand même la solution des CRM. L'avantage, c'est que quand vous avez un PMS connecté à DH sur lequel tu peux interfacer justement ta solution CRM, on peut cibler avec un compte fidélité les clients fidèles. On peut justement, c'est la partie ARM, faire un peu du surclassement qui réellement génère du chiffre d'affaires additionnel. Et c'est un peu le bon côté d'avoir les outils qui communiquent tous ensemble, PMS, Channel et aussi moteur et le fameux CRM. Après, en tout cas en RM, je ne peux pas concevoir un PMS qui ne soit pas connecté à un Channel Manager, par exemple. On me dit souvent, j'ai dit, en fait, je connais mon hôtel, je peux vendre mes chambres, les ouvrir quand je veux. Et on passe à côté de tellement d'opportunités si on ne met pas en vente tout son stock à H24. Et ça, pour le coup, c'est devenu même le B.A.-ba si vous voulez juste, en façon tout simple, optimiser les performances de votre établissement. Et la valeur ajoutée de connecter le RM au CRM ? Pour le coup, c'est pas mal de valeur ajoutée. Enfin, identifier, comme j'ai dit tout à l'heure, les périodes faibles, identifier là où on a besoin d'être un peu plus attractif en fonction des nationalités pour déclencher justement des newsletters ou autres pour optimiser les performances. Enfin, je ne vais pas rentrer un peu dans le technique, mais ce qu'on fait, nous, c'est anticiper, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc on construit un réel budget par segment. Et pour le coup, en hôtellerie, il y a 5 gros apporteurs d'affaires. Vous avez les groupes, les tours opérateurs, les hôteliers directs et in fine le corpo. Je les ai classifiés comme ça parce que c'est à peu près leur fenêtre de réservation moyenne. Les groupes, c'est 1 an, voire 2 ans en avance. Après, vous avez les agences, les tours opérateurs sur lesquels ils se projettent à 6 mois. Hôtelier, en fonction des destinations, c'est entre 2 mois et demi et 3 mois. Le direct à peu près. Et puis les corpos, il y en a certains qui réservent toute l'année d'un coup. Et d'autres qui viennent à peu près 15 jours. Ils adorent la flexibilité. Donc là, l'idée, c'est en fonction des fenêtres de réservation par segment, le RMS ou le RM, pour le coup, son rôle, c'est
anticiper. Si on n'a pas de groupe sur la période qu'on avait anticipée, pour le coup, tout le contingent ou tout le nombre de chambres qu'on avait initialement prévu pour les groupes, il faut quand même essayer de contacter peut-être les tuteurs opérateurs pour pouvoir faire une promo ou l'idéal, ce serait d'utiliser sa base de données clients pour les cibler avec la bonne promo nécessaire. Et c'est là où il y a une connectivité entre l'ensemble de ce système-là, PMS, channel, moteur et CRM. Oui, profiler le client pour pouvoir lui vendre le produit, la vente additionnelle qui va lui convenir et dont il va avoir besoin en fonction mais ce que de disait, ses jours. déjà on parle beaucoup d'outils, mais c'est pas toujours les outils. Ce qui est Oui, intéressant oui. de regarder, c'est l'organisation au-dessus. Je pense qu'une des choses qui n'est pas encore très commune, c'est de faire travailler les équipes revenu management et les équipes marketing ou même opération ensemble. Et parfois, moi je rencontre beaucoup d'hôteliers où ce sont deux mondes complètement séparés qui ne se parlent pas vraiment. Donc le truc ultime, c'est quand les logiciels se parleront. J'espère qu'on fera des choses prochainement sur ces sujets. Mais déjà, si les équipes pouvaient se causer, ça serait déjà pas mal. Donc typiquement, merde, il n'y a pas le pick-up qui va bien sur telle typologie de clientèle. Eh ben, il ne faut pas mettre 4 semaines pour définir et décider d'envoyer une newsletter. Il faudrait que quasiment dans l'heure, le revenu manager puisse initier une campagne très spécifique sur ce segment de clientèle. On revient sur ce terme segment, là, on l'utilise tout le temps depuis ce matin. C'est vraiment important d'être capable de dire j'adresse telle ou telle typologie de clientèle, tel segment de clientèle, mais je les connais dans ma base de données, je suis capable de les regrouper facilement. Et donc quand je n'ai pas le pick-up qui va bien sur ma clientèle loisir, on est mercredi, peut-être qu'il faut que j'ai un segment de clientèle que j'ai préparé en amont, avec une newsletter que j'ai préparée en amont, pour être capable de dire, putain, mercredi, ça prend pas, il me reste 15 chambres. En quelques clics, j'envoie une newsletter sur tous les clients qui sont à 2 heures de mon hôtel. Et ça, ce n'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Il faut juste prévoir un petit peu. Mais une fois qu'on l'a défini, je sais que quand j'ai un hôtel à la montagne, je peux faire venir les gens du bassin lyonnais qui sont à 2 heures de bagnole, ils peuvent se décider rapidement. Si j'ai mon hôtel à la montagne, ce n'est pas la peine d'espérer que les Normands se décident sur un coup de tête pour venir passer le week-end dans mon hôtel. Oui. On parlait d'hôtel en Normandie, pour le coup, ce n'est pas la peine de proposer aux gens de Lyon de venir en Normandie pour le week-end. Ce n'est pas possible. Par contre, les Parisiens qui sont à 2 heures, peut-être qu'eux peuvent se décider au dernier moment. S'il y a un petit truc qui les attire, et parce que la météo est bonne, parce que à la montagne, les réservations de train viennent d'ouvrir, c'est l'occasion de relancer la clientèle qui vient habituellement en train. Mais donc la clientèle qui vient habituellement en train, il faut le savoir. Et ça, ce n'est pas dans votre PMS. Donc c'est là où le CRM doit rentrer dans une stratégie revenu management. C'est typiquement, je prends exprès cet exemple, il faut demander aux clients comment ils viennent. Quand vous demandez aux clients comment ils viennent, s'ils vous disent je viens en train ou je viens en voiture, à très court terme, s'il vient en voiture, c'est peut-être l'occasion de lui vendre la place de parking. Bon. Mais s'il dit non, je viens en train, très bien, je peux éventuellement lui vendre un transfert entre la gare et l'hôtel, ça se fait sur certaines destinations, mais surtout j'enregistre cette information, que ce client parisien ou lillois, il vient en train, et quand demain la SNCF va ouvrir ses réservations sur ma destination, je vais pouvoir adresser spécifiquement ce segment de clientèle qui voyage en train. Et c'est là où on a une stratégie un peu construite sur la durée. Mais donc le CRM, ce n'est pas que le très court terme de vendre ma place de parking à 10 balles, c'est aussi sur la durée, me créer une base de données avec quelques indicateurs que je vais pouvoir utiliser à moyen terme. Mais là, ce que Mathieu dessine, c'est le début d'une évolution qu'on va avoir dans l'hôtellerie. C'est-à-dire que d'ici quelques années, on va vraiment commencer à arriver à un niveau où on va avoir d'un côté le RM qui voit le planning, voit déjà donc avec des IA qui sont en train de dire attention, ici c'est un peu étrange, ça a l'air de se remplir moins que d'habitude, etc. Jette un œil et qui va pouvoir, donc le RM va pouvoir ensuite enclencher des actions marketing, typiquement de l'envoi de newsletter ou même déclencher des campagnes de pub, que ce soit sur Facebook, Insta, Google, etc. Où effectivement, encore une fois, et là je reviens à nouveau sur ce que disait Mathieu, si on a la donnée client, on sait que c'est un client qui voyage en train, on sait qu'il est marié, on sait qu'il a des enfants, on sait qu'il habite dans telle région, et bien à ce moment-là, on peut cibler vraiment des profils similaires. Et en fait, on va pouvoir commencer à de plus en plus arrêter d'attendre que les clients viennent avec la seule possibilité, le seul levier qu'on a,
c'est envoyer un mailing à nos anciens clients ou faire en sorte d'être mieux positionné sur les OTA. Et en fait, on va pouvoir commencer à aller vraiment chercher des gens susceptibles de venir dans notre région à ces dates-là. Et en fait, ça va être sympa. Ça devrait être sympa, en effet. Voilà. Mais après, il va falloir qu'on ait le temps de s'occuper de tous ces clients-là. Donc, est-ce qu'on peut gagner du temps dans les process derrière? Oui. Et par exemple, est-ce que aujourd'hui, les outils comme les chatbots en ligne, etc., permettent de limiter le nombre d'appels pour oui, mais est-ce que la chambre donne sur rue? Est-ce que vous êtes accessible de ceci? Est-ce que voilà? Et comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil-là au service de nos clients? Est-ce que le client accepte aujourd'hui de parler à une machine? J'aimerais bien un petit peu entendre votre retour là-dessus. Oui, c'est moi, d'accord, ok. Non, tu peux sur les règles surtout. De quoi? Non, clairement, on voit que les clients utilisent les chatbots. Oui. Aujourd'hui, c'est quand même rentré dans la culture générale, puis dans les mœurs, d'aller sur un site et de poser des questions, mais ça va rester des choses basiques. Moi, la vision que j'ai du chatbot, c'est qu'effectivement, en fait, c'est plus un gain de temps pour vous et le client. C'est pas un outil qui va changer tout. En mode, vous mettez un chatbot, demain votre hôtel il est rempli à 140% tous les jours. C'est pas ça. C'est que ça va simplement retirer de la friction. Enfin, de la friction, pas au sens de la friction entre vous et le client, mais ce côté friction de mais où est l'information, je dois chercher sur le site web, etc. Le client ne va pas avoir à faire ça. Il a juste à poser sa question et le chatbot va avoir la possibilité de lui donner une réponse. Après, effectivement, de l'autre côté, il faut faire très attention lorsque vous utilisez un chatbot à prendre les bons outils. Parce que si vous prenez un chatbot qui, 2 fois sur 3, dit qu'il n'a pas la réponse et qui va vous mettre en relation avec l'hôtel, c'est juste frustrant. C'est juste absolument désagréable. Moi, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps sur un colis qui, soi-disant, était livré par la poste et qui n'est pas dans ma boîte aux lettres. Et je vais sur le système de chat et le chat ne comprend pas ce que je lui dis. Il me dit « je ne comprends pas ce que c'est ». Je lui dis « j'ai un colis qui n'est pas livré. Je ne comprends pas ». Et en fait, je sens que ça m'énerve. Finalement, j'ai réussi à appeler la poste, le service client. Je tombe sur un chatbot vocal, voilà, et où lui comprend que j'ai un colis qui n'est pas livré. Je dis ok, très bien. Il me dit vous habitez où? Je lui donne mon adresse. Mon adresse pas compliquée, hein, c'est rue Dezay à Houille, dans les Yvelines, et il ne comprend pas le nom de ma rue. Et je suis en train d'essayer de lui expliquer. Et en fait, toutes les interactions que j'ai eues avec le premier chatbot par écrit, puis le deuxième chatbot vocal, avant de parler à quelqu'un, tout ça dure 15 bonnes minutes. Je peux vous jurer que quand j'ai eu la personne au téléphone, pourtant je suis de nature plutôt aimable, mes amis vous le diront, mais là c'était compliqué. Donc voilà, il faut faire quand même un peu attention sur ces chatbots avec ça. Mais il faut vraiment le voir, c'est un gain de temps, c'est tout ce que c'est. Après, les clients l'utilisent, il n'y a pas de doute, surtout s'ils sont bien faits. Et mais il y a quand même une stat pour aller un peu à contre-courant, une étude qui a été faite cette année sur une clientèle américaine. 93,6% des clients, à choisir, préfèrent parler à des humains qu'à des IA. Il ne faut pas l'oublier quand même. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas parler à des IA, mais à choisir, ils préfèrent. Et a fortiori, quand c'est pour gérer, l'étude va un peu plus loin, et quand c'est pour gérer des problèmes ou avoir des recommandations, c'est encore plus fort. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, ça ne veut pas dire qu'à un moment, on n'a pas les moyens de payer un humain pour répondre à des questions très basiques, etc. Mais il ne faut pas non plus se dire que ça va être mieux que le service humain. Oui, non, il n'y aura jamais rien de mieux que le service humain. Il y a une autre stat, j'en suis sur les stats très récentes aussi, c'est une étude qui a été faite au Royaume-Uni pour Hilton et une université à Londres. Et ça, je trouve aussi positif. On parle toujours de technologie, etc. L'étude disait qu'en fait, les clients étaient beaucoup plus sensibles au sourire et au côté chaleureux des échanges avec le personnel, et que ça avait 4 fois plus d'impact que l'équipement dans les chambres, que les services proposés. Et donc, le côté humain de l'accueil chaleureux, souriant, etc., est probablement encore plus important aujourd'hui qu'il n'était hier. Ouais, je m'étais amusé comme ça il y a quelques années à regarder tous les commentaires des 10 meilleurs hôtels sur TripAdvisor mondialement et de regarder qu'est-ce qui ressortait. 50% des commentaires parlaient de ça. Ouais. Le personnel, le sourire, le service.
Après, le reste se divisait entre la situation géographique, les équipements, les chambres et différentes choses. Mais quand même, quand on regarde que 50% des commentaires ne mentionnaient même pas l'hôtel, ils mentionnaient juste le personnel, ça va complètement... Alors, je ne sais en pas sens quel que temps tu ça t'a pris de faire cette recherche-là. Maintenant, tu promptes correctement dans maintenant, le tu fais ça chat en quelques minutes. et tu as le benchmark et l'analyse des commentaires des 6 derniers mois sur les hôtels de ta sélection. Complètement. C'est pas mal du tout, d'ailleurs, pour comprendre comment fonctionne sa concurrence. J'ai fait le test, c'est assez intéressant. Mais alors moi, c'est pas une statistique, mais du vécu par rapport au chatbot quand même. J'ai testé, moi, un chatbot interne à l'hôtel en QR code que je donnais à mes clients systématiquement au check-in, avec des réponses simples à toutes les questions basiques des clients. Le petit déjeuner, c'est où, c'est à quelle heure, le check-in, c'est comment, le check-out, c'est comment, le machin, etc. Et en réalité, ça fait maintenant 18 mois, je crois, que je donne ça avec chaque clé à chacun de mes clients. Je pense que c'est utilisé au maximum 5 fois par mois sur un hôtel de 80 chambres. Hein. Oui, Avec un TO de 80%. Donc voilà, donc c'est quand même très 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 faible comme utilisation, parce qu'en réalité, le client, il est là, il a vu quelqu'un à la réception qui normalement, si il ou elle a fait le taf, a déjà répondu à un maximum de ses questions. Ça fait quand même partie du process de check-in. Et puis surtout, il sait qu'il y a quelqu'un qui est là et qui va répondre effectivement avec un sourire, avec machin. Et quand j'analyse un peu les rares utilisations du chatbot, c'est plus quelqu'un qui se dit « Oh bah tiens, il y a un machin rigolo, je vais tester. » quoi. Donc c'est vraiment l'usage ludique du truc, mais il pose une question, il dit « Ok, ça marche, c'est bon. » quoi. Enfin, c'est vraiment pas un usage réel du chatbot parce que tu es sur place. Le chatbot sur le site internet qui va effectivement aider à trouver plus vite des réponses aux questions plutôt que de scraper toutes les pages, ça c'est bien. Mais l'usage sur place, non, l'humain, ça reste important et c'est là-dessus, en effet, qu'on a besoin, nous, de monter aussi en compétence nos équipes et de les accompagner pour avoir une réponse adéquate et précise. Mais... pardon, Non, je finis avec les études, parce que c'est ce que dit McKinsey, c'est les hôteliers utilisent, enfin en tout cas dans les solutions qu'ils utilisent dotées de l'IA, les chatbots sont en premier. Il y a plus de 70% d'hôteliers interrogés par McKinsey utilisent les chatbots. Après, il y a les RMS. Après, vous avez des solutions qui répondent aux avis clients. Mais ça, c'est un autre sujet. Par contre, de ce que je vois par rapport à mes clients, beaucoup, justement, reviennent à la fois. Alors, côté RM, en termes, est-ce que ça améliore ou pas la conversion sur le site? Permettez-moi d'en douter. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de solutions qui permettent de le faire ou de l'améliorer. Ça rend service à certains hôtels qui, soit n'ont pas d'accueil sur certains créneaux dans la journée, ou pour le coup, ils ont une clientèle internationale dont la réception ne maîtrise pas forcément la langue. Mais en tout cas, en termes si vous avez une réception ou un accueil qui est performant, les chatbots, pour le coup, ne sont pas hyper utiles de ma petite expérience. Après, je te laisse... Après, vous avez aussi, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le Google AI Mode, donc le mode AI de Google qui arrive, enfin le mode IA, où ça commence à s'activer tout doucement aux États-Unis, et où en fait Google devient presque une sorte de ChatGPT géant, mais avec toute la data de Google. Et en fait, on voit dans les tendances que les gens recherchent de moins en moins, comme on avait l'habitude de faire avant, hôtel Perpignan 3 étoiles, mais commencent même dans Google à taper des requêtes comme on a prompté réellement. Je voudrais un hôtel, ma femme elle aime bien les chambres jaunes, j'aime pas ça, je veux un petit déjeuner sans gluten, j'ai mon prix, attention je viens en voiture, j'ai un chien, j'ai ceci, machin. Et en fait, il commence à prompter de plus en plus. En fait, on a une multiplication par 3 de la quantité de gens qui font des recherches longues sur Google plutôt que des mots-clés très courts. Et surtout, avec ce mode IA qui arrive, en fait, Google va de plus en plus chercher à fournir la réponse et à ne même plus envoyer les gens sur le site internet. Alors, ça, c'est un autre débat. Oui. Comment demain, on va pouvoir interférer ou limiter nos référencements, nos réponses sur la préparation du séjour, la relation avec Un petit mot sur le GIO. Un petit mot sur le GIO. Je te regarde en mode, est-ce que tu veux que je Oui, parle au point où on en est, on va digresser. D'accord, ok, alors digressons on de vite. reviendra après, on ne sait pas comment, mais on va réatterrir. Ok, ça marche. Je tente de te faire un truc où je renvoie. Ok, super. Donc là, en fait, ce dont on parlait, c'est le GEO. Donc on a eu le SEO, Search Engine Optimization. GEO, c'est Generative Engine Optimization.
génératives pour les IA génératives, donc en gros ChatGPT, Claude, Gemini, etc. Toutes ces choses avec qui on peut papoter, voilà. Donc, la première chose, c'est que sur votre site web, vous devez avoir du contenu qui est vraiment fait pour de l'humain. Et donc, avec tout un tas d'informations, comme si vous donniez des informations à votre client. De manière, en fait, partez du point de vue que l'IA va scanner votre site web et elle va tenter de récupérer tout un tas d'informations ici pour pouvoir comprendre un petit peu mieux les informations sur vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que vous devez avoir un maximum de gens qui disent des choses autour de vous. Et on en reparlera tout à l'heure, la fameuse e-réputation. Là, on arrive à un nouvel âge d'or. On a eu un premier âge d'or de la e-réputation et là, on en a un deuxième à cause ou grâce, peu importe, des IA. Et donc, en fait, tout ce qui va être dit sur votre hôtel va être lu par les IA. Et donc, va leur permettre de mieux comprendre s'ils doivent ou non vous recommander. Alors, attention à ça, c'est que vous avez sur Internet, vous avez ce qu'on appelle des réseaux fermés et des réseaux ouverts. Typiquement, Instagram, TikTok, LinkedIn, réseau fermé. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je ne suis pas un follower de votre compte, je ne verrai pas votre contenu. Si moi, je ne le vois pas, l'IA ne le voit pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on regarde l'IA, sa source principale, c'est Reddit, qui est un des seuls réseaux ouverts. Et aujourd'hui, on n'a pas d'hôteliers qui font du marketing sur Reddit. Donc ça va arriver. Donc ils lisent énormément Reddit, ils lisent votre page Wikipédia, ils lisent tout ce qui est possible sur vous. Toutes les vidéos YouTube où on parle de vous vont être lues. Tous les avis clients vont être lus. Et également, vous avez une petite astuce que vous pouvez utiliser, c'est sur votre Google My Business, vous pouvez poster vous-même des petites informations. Et donc ça, c'est énormément pris en compte par les IA. Voilà. Donc en gros, assurez que votre site ait tout le contenu qu'il faut pour vos clients. Et surtout, faites en sorte qu'il y ait un maximum de sites autour qui parlent de vous. Oui, alors c'est ça. Tous les avis clients sont récupérés, mais toutes les réponses aux avis clients aussi. Et là, justement, j'aimerais juste faire un petit sondage, peut-être à main levée. Comment gérez-vous les avis clients chez vous? Vous les lisez, j'imagine, j'espère. Est-ce que vous y répondez de temps en temps? Est-ce que vous y répondez systématiquement, même quand ils sont négatifs? Qui répond systématiquement? Putain, ils sont vachement bons. Hein. Bravo. Ouais, je dis, ils sont super bons. Hein. Et vous utilisez un prestataire ou vous le faites vous-même? Le cousu humain, c'est cela même, surtout toi. Tiens, d'ailleurs, petite astuce, alors soit vous avez des prestataires effectivement spécialisés là-dedans, ou alors, pour ceux d'entre vous qui utilisent ChatGPT, vous pouvez créer ce qu'on appelle un GPT personnalisé. Exactement. Voilà, vous connaissez tous le concept du Un GPT agent. personnalisé? Voilà. Ou en fait, vous sur ChatGPT, quand vous avez un compte payant, vous pouvez vous créer votre propre ChatGPT et en fait, vous pouvez lui charger des documents. Donc là, vous chargez toutes les informations sur votre hôtel, tout un tas d'exemples de réponses, tout un tas d'exemples d'avis positifs. Mettez les avis positifs pour que après ChatGPT sache qu'est-ce qui est bien dans votre hôtel. Chargez-lui un maximum d'infos, puis ça vous fait en fait votre propre petit IA pour vous, très simple à mettre en place et pratique. Petite digression sur ChatGPT, il a dit ChatGPT payant. Alors j'aimerais juste qu'on s'arrête 3 secondes sur le terme. Soyez attentifs à l'usage qui est fait dans vos établissements par vos collaborateurs de l'IA. ChatGPT gratuit, vous ne savez pas où partent vos informations. Il y a des plateformes qui sont sécurisées. Ça vaut le coup d'investir. C'est 20-25 € par utilisateur et par mois, à la louche, hein, en fonction des plateformes qu'on utilise. Mais faites attention à ce qui est utilisé par vos collaborateurs parce que toute votre data va se promener n'importe où. Et je pense que c'est important de garder la main là-dessus. Donc, il y a effectivement ChatGPT payant, il y a SafeBrain, on l'avait l'an dernier ici, il y a Delos, il y en a un certain nombre qui permettent effectivement aussi derrière de créer des GPT, enfin donc des agents spécifiques pour les réponses aux commentaires clients, pour la création d'une carte barre, pour n'importe quoi. Enfin, on peut faire plein de choses dessus. Mais c'est surtout en termes de sécurité des données que ça me paraît important de faire une petite digression. Pardon. Oui, mais typiquement, les plateformes que je citais, SafeBrain et Delos, utilisent plusieurs LLM, dont Mistral. Voilà. Ouais, on est bon? Oui. Allez. Donc, où est-ce qu'on en est? Voilà. La traduction automatique des contenus. Pardon? La traduction automatique des contenus. La traduction automatique des contenus, exactement. C'est qui, Chélie?
Chély ou Mathieu. Non, mais je pense que vous avez tous essayé de traduire. Ces outils d'IA générative sont extrêmement efficaces pour traduire. Passez plus trop de temps à te faire traduire ou à traduire vous-même. Là, franchement, c'est des usages extrêmement, c'est des bénéfices extrêmement rapides. Alors, soit vous l'utilisez avec les outils dont on a parlé, typiquement Mistral fait ça très bien, ou aussi c'est directement intégré dans les différents outils que vous utilisez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire une repasse derrière. Si vous adressez une clientèle allemande, essayez de trouver un réceptionniste qui va relire pour vérifier que ce soit parfait, qu'il n'y ait pas des petits écarts. Mais je pense que, typiquement, un métier qui va être challengé dans les années qui viennent, enfin qui est déjà complètement challengé, c'est le métier de traducteur. Ah oui. Et dans vos domaines, je pense qu'il ne faut pas trop se casser la tête. Pour le doublage de cinéma, j'en sais rien, je ne connais rien, mais pour les sujets qui nous importent, franchement, là, il ne faut pas trop perdre de temps sur ces sujets. Et écoute, petite digression sur le doublage de cinéma. C'est en train d'arriver. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail de YouTube me disant votre chaîne maintenant arrive à un stade où ça y est, on va rajouter le doublage automatique dans les autres langues. Donc normalement, la prochaine vidéo que je mets, je devrais avoir ma voix en chinois. Et je suis impatient d'entendre ça. Mais sur la donc à nouveau parler la langue du client, par contre, c'est important. Alors on peut aussi se dire, le client, on s'en fout, vous lui écrivez en français, lui dans son logiciel, ça sera traduit automatiquement, parce que ça marche aussi dans les deux sens. Enfin, je ne sais pas si vous utilisez Gmail par exemple, c'est l'outil que j'utilise, je ne connais pas les autres, mais par défaut, en fait, ça me propose de traduire en français. Ça n'empêche que vous êtes plutôt gagnant à le faire à écrire dans la langue du client. Puis pour ce qui est des sites web, etc., il faut mieux produire dans la langue du client. Voilà. Donc, mais c'est vrai que... c'est vraiment pas un sujet, la traduction, il faut y aller à fond et c'est plus un effort. Juste pour nous, notre logiciel, l'interface utilisateur, autrefois, quand on nous disait il faut ajouter le polonais, ça nous coûtait plusieurs milliers d'euros auprès d'un traducteur. C'était un sujet d'exporter les données, les envoyer au traducteur, etc. On a remis ça à plat en début d'année. Aujourd'hui, quand on nous demande une nouvelle langue, c'est 5 euros de ChatGPT ou équivalent, et c'est un quart d'heure. Donc, résultat, si vous voulez utiliser Xlangueup en polonais ou en letton, c'est possible maintenant. Tout ça pour dire que la traduction n'est plus la langue n'est plus une barrière en général. Et en face à face, on parle des AirPods qui sont sur le point d'arriver. Avec les AirPods, c'est arrivé, en effet. Mais déjà, effectivement, sur toute la relation pré-séjour et post-séjour, la réponse aux avis clients aujourd'hui, elle se fait dans la langue du client. On ne se pose même plus la question de la traduction ou pas. Mais après, moi, je vous invite à faire la même chose sur votre site web. C'est vrai qu'il y avait une étude qui était sortie qui était assez intéressante, où on voyait que lorsqu'un site web n'est pas traduit dans X langues, eh bien, ces mêmes langues ont tendance à plus se réserver sur les OTA. Et en même temps, je comprends. Moi, j'arrive sur un site où il n'y a pas le français. Il y a l'anglais, je pourrais m'en sortir, mais il n'y a pas le français. Forcément, ça fera une petite barrière en plus au fait que j'aille réserver sur le site et non pas que j'aille sur Booking, qui sera dans ma langue. Donc ça, c'est vraiment, et effectivement, puis comme disait Mathieu, aujourd'hui, exporter les textes sur votre site web, les envoyer à un traducteur automatique et obtenir la réponse, c'est pas parfait. C'est bien à 90-95%, mais c'est quand même beaucoup mieux que pas de langue. Et sur la e-réputation, Chély, est-ce que la e-réputation entre en ligne de compte dans la prédiction RM ? Jusqu'à maintenant, je n'ai pas parlé de concurrents, par exemple, de tarifs de concurrents. Bon, pour le coup, je vous incite plutôt à bien structurer votre offre, bien travailler vos données et équiper d'un CRM, mais aussi, surtout, ça dépend que de vous. C'est justement la e-réputation. Alors, je vous sors encore une autre étude de Cornwell, pour le coup, sérieux, pour ne pas dire des prestataires qui vous vendent de l'impact positif de la e-réputation. Ce que j'ai lu récemment, c'est que les chercheurs américains ont identifié un PM de 1% supplémentaire si la réputation s'améliore justement de 1%. Pour le coup, c'est un sacré levier pour augmenter votre prix moyen de l'établissement et donc votre tarification, et ça ne tient qu'à vous. Et pour le coup, l'impact justement de ces écosystèmes connectés et de récupérer en amont avec le CRM les données et justement récupérer ou faire parler la majorité silencieuse qui apprécie vos établissements, c'est important, c'est primordial. Et vous le récupérez en chiffre d'affaires tout court, en prix moyen, en tout cas au bénéfice de l'entreprise, de l'hôtel, pardon.
Alors en termes d'analyse effectivement a posteriori, mais est-ce qu'a priori, donc je fais mon benchmark pour établir ma stratégie tarifaire. Dans mon benchmark, je conditionne ma Oui. réflexion et mon calcul par rapport aux notes clients de mes collègues. De préférence, oui. C'est exactement le cas. Il vaut mieux plutôt scaler un peu plus si vous regardez aussi, et il faut le faire sur la place de marché en globalité, il vaut mieux choisir plutôt un concept qui reflète votre aussi note client pour justement ne pas dégrader de la valeur chez vous aussi. Ça, c'est assez important aussi. En tout cas, en amont, le plus important, c'est vraiment travailler le volet e-réputation et mettre le paquet dessus parce que c'est vraiment vous et vos équipes qui feront la différence et qui, in fine, vous allez le récupérer positivement en payant en plus. Mais d'ailleurs, sur cet aspect e-réputation, moi, un indicateur que je vous incite très fortement à avoir et à suivre en permanence, c'est le nombre d'adresses email que vous récupérez. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, un client, si on ne lui demande pas de faire un avis, il ne le fera pas, sauf s'il est fâché. S'il est fâché, il trouvera des solutions, il va vous pourrir la vie, il n'y a pas de problème. Mais un client content, à moins qu'on l'incite fortement, une fois qu'il est rentré chez lui, en lui donnant le lien et en lui pré-mâchant le travail, il ne mettra pas d'avis positif. C'est très compliqué. Donc vraiment, pour moi, c'est un des indicateurs les plus clés. Vous devriez avoir au minimum 80% d'adresses mail dans votre PMS et suivre ça auprès de tout le monde parce que non seulement il y a un impact en termes de RM, il y a directement un impact en termes de CRM et de fidélisation parce que vous ne pouvez techniquement pas envoyer un mail à quelqu'un dont vous n'avez pas l'adresse mail. Ça paraît évident, mais voilà. Mais également, et c'est quand même le gros sujet aujourd'hui sur l'IA, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'IA va se nourrir de tous les avis clients, positifs et négatifs, de toutes vos réponses. Donc plus vous allez avoir d'avis clients, plus vous allez être visible. Et il n'y a pas longtemps, je m'amusais à challenger ChatGPT en lui demandant « Tiens, je suis tel hôtel » et je faisais des requêtes pour savoir si mon hôtel sortait. Il y a des fois, il sortait pas. Et à chaque fois qu'il sortait pas, je lui disais quels étaient les points qui font que je ne suis pas sorti. Systématiquement, l'un des points qui ressortait, c'est l'hôtel que j'ai conseillé a plus d'avis clients. Pas forcément une meilleure note, plus d'avis clients. Donc vraiment, c'est un indicateur clé, récupérer les adresses mail. Ça éclaire un petit peu ce que je vous expliquais hier sur le DMA et sur notre combat à Lautrec de récupérer les emails clients booking en amont. Si vous vous souvenez bien de ce que je vous disais hier, on est en train de se chamailler sur la notion de client acquis et de à quel moment le client est acquis ou pas et à quel moment on peut entrer en contact directement avec lui sans passer par booking. Et c'est exactement ça l'enjeu. Parce que dès lors qu'on a son adresse mail, on peut lui adresser beaucoup plus de communication que celle qu'on peut accéder, qu'on peut adresser aujourd'hui. Et on peut récupérer naturellement après le client en direct beaucoup plus facilement, déjà sur les avis clients évidemment, mais en lui envoyant après, si le CRM est bien organisé, lui envoyer les informations nécessaires pour... Je voudrais juste dire un truc d'ailleurs, je ne me rends pas trop compte, mais donc je préfère refaire passer ce message. Quand un client réserve par Booking ou équivalent, comme vous savez, dans votre PMS, vous retrouvez une adresse email avec ce qu'on appelle une adresse email alias. Vous savez, c'est dupont.1234@guest.booking.com. Cette adresse email-là, elle fonctionne un petit peu. Okay, c'est-à-dire que si vous écrivez, vous prenez votre Outlook, pour ne pas dire un CRM, mais vous prenez à la mano votre Outlook, vous mettez cette adresse email et vous envoyez un message, le client va recevoir le message. D'accord ? Pour peu que vous le fassiez, ce message, autour de la réservation. C'est-à-dire que si vous faites la même manipulation Outlook, copier-coller de l'adresse email Booking, un mois après le départ du client, là, le message n'arrivera pas chez le client. Donc, un client qui a réservé par ses OTA, Booking et les autres, vous pouvez les contacter, ces clients-là. Vous devriez les contacter, je pense, mais avec un objectif qui est de récupérer leur adresse email personnelle. Mais ne vous dites pas, s'il vous plaît, le client qui a réservé sur Booking, c'est foutu, je ne peux pas le recontacter. Ce n'est pas vrai, vous pouvez adresser ce client. Je pense qu'il faut lui écrire de manière un peu spécifique en disant « Vous avez réservé sur booking.com, merci beaucoup, merci de venir chez nous, je ne sais pas quoi. C'est l'hôtel qui vous parle dorénavant et on va faire en sorte que vous puissiez passer un bon séjour. On a quelques questions à vous poser. Et première question, quelle est votre adresse email ?» On est dans un monde, c'est un peu triste, mais c'est comme ça, où on envoie des mails pour connaître les adresses email des clients. C'est pour faire sourire, mais en tout cas, ça marche. Et quand vous posez la question, 8 fois sur 10, vous récupérez ces adresses email. Ça marche très bien, en fait.
Mais il ne faut pas oublier de le faire. Il ne faut surtout pas se dire, je ne peux pas le faire parce que c'est Booking. Alors, 8 C'est fois sur trop bête, 10, quoi. je te trouve un peu optimiste quand même. Je suis optimiste par Parce nature. que mais- toute la communication de Booking aujourd'hui, pour limiter les cyberattaques, c'est justement de dire vous ne communiquez qu'au travers de l'extranet, etc. Donc, l'obtenir en amont, cette adresse mail, je reste assez dubitatif, je dois dire. Alors, on y arrive. Hein. moi, il y Il a y a des réglages maintenant à faire. Enfin, il faut, Ça. voilà. Donc avec Outlook, ça marche de moins en moins bien. Mais typiquement, Ouais. quand on le fait avec le CRM, en fait, on a des paramètres à faire. On parle à Booking, hein, donc on paramètre ça pour qu'ils nous autorisent à écrire sur leurs adresses. Dans le mail de pré-séjour, oui, on peut le demander. J'ai une question. Depuis longtemps sur Booking, bonjour. J'ai une question. Donc, sur Booking, on peut sélectionner, on peut affiner notre recherche avec je veux un hôtel qui a une note de plus de 9, qui a un prix moins de machin, qui soit dans tel périmètre, etc. Aujourd'hui, Booking, ça c'est lui qui l'a mis en place, on peut pas l'enlever. Mais si demain Google décide de mettre un peu plus d'IA dans ses résultats, est-ce qu'on ne risque pas de retrouver le même modèle que sur Booking, c'est-à-dire de voir apparaître un choix qu'a fait Google d'après des requêtes qu'on lui a faites, c'est-à-dire je veux le meilleur hôtel à Perpignan autour du centre des congrès pour tel prix. Et du coup, Google aujourd'hui ne le fait pas. Google balance toutes les listes de tous les hôtels, tous les sites qui ont décidé de le faire, cette requête. Mais aujourd'hui, Google, lui, ne fait pas le choix. Mais est-ce que Google risque pas de mettre en avant ces 2 ou 3 établissements et plus les autres? Bon, alors, je ne travaille pas chez Google, mais enfin... Lui ou un autre. Mais L'IA, c'est pernicieux pour ça, parce qu'un jour, elle va arriver à faire le choix à notre place. ouais. En fait, je pense que Google, le business model de Google, c'est de vendre de la publicité. Donc, l'objectif de Google, c'est de faire en sorte que l'hôtel qui apparaisse soit celui qui correspond le plus au client, ou du moins pour lequel le client a le plus de chances de convertir. Mais c'est aussi l'hôtel qui paye le plus. Donc ils sont un peu dans ce dilemme-là. Il ne faut pas oublier aussi un truc, hein, c'est que le plus gros client de Google, c'est Booking. C'est Booking. Donc, donc je ne suis pas sûr que Google aille sur ce truc-là. Par contre, la petite musique qu'on entend là, on n'y est pas encore tout à fait, c'est qu'on est soit, je dirais, par Booking ou soit Google, soit même d'autres sociétés qui pourraient se créer, qui proposent des agents pour dire trouve-moi un hôtel qui me correspond à Perpignan sur telle période, et que ce petit agent, c'est en fait un petit robot qui va aller chercher, qui va trouver l'hôtel, qui va dire ah tiens, l'hôtel a baissé, j'annule, j'en prends un nouveau, etc. Donc là, il y a probablement des évolutions dans le comportement d'achat qui vont arriver parce qu'on va pouvoir déléguer complètement la réservation à ce qu'on appelle un agent de réservation, qui pourrait être un agent personnel. Mais après, il va y avoir aussi un autre phénomène qui va arriver, c'est que là, il ne faut pas oublier que, effectivement, les filtres Booking sont un point qui est extrêmement important. Mais les filtres ont été décidés par Booking. Et effectivement, quand on regarde les nouvelles tendances des gens qui promptent de plus en plus plutôt que de faire des recherches comme avant, en fait, on s'aperçoit que les gens reprennent la main sur l'aspect personnalisation de ce qu'ils veulent avoir. Et en fait, pour moi, on va vraiment avoir ce moment où les gens vont rechercher des choses de plus en plus personnalisées. Et en fait, les informations que vous allez avoir sur votre site web ou autour qui parlent de vous, la couleur de vos chambres, tout ce que vous avez au petit déjeuner, la taille de, je ne sais pas, de la réception, de la piscine, est-ce qu'il y a une rampe pour entrer, toutes ces petites informations vont en fait chacune devenir un avantage commercial qu'une IA va potentiellement lire pour vous faire ressortir. Donc effectivement, on peut avoir ce phénomène où à un moment, peut-être pas Google, mais où on a des IA qui sélectionnent que 3-4 hôtels, mais en réalité, en fait, ça va être 3-4 hôtels qui vont être tellement proches de ce que le client veut. Ouais, voilà, mais de ce que le client peut imaginer, quoi. Donc ça revient un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut vraiment que sur votre site web, vous ayez un max d'infos sur l'hôtel, tous les détails. Mais messieurs, il me semble que ça existe déjà, ça a été annoncé en US il y a 2 mois, où maintenant, sur ChatGPT, on peut intégrer les applications Booking et Expedia. Ouais, complètement. Et ça réellement pour nous, en tout cas hôteliers, c'est un réel danger. Là, vous pouvez aller juste dire à ChatGPT, prompter, dire je veux une chambre à Perpignan pour telle date, de telle couleur, avec telle prestation. Et en fait, c'est l'agent de Booking, depuis ChatGPT, qui vous réserve directement la chambre. Et ça, c'est disponible déjà, annoncé il y a à peu près 2 mois, en US. Et puis même Perplexity, on voit que Perplexity, c'est le chat GPT américain
qui est là-bas, c'est Perplexity qui est le plus connu. Nous, on parle tous de ChatGPT, etc., mais là-bas, c'est Perplexity. Et on voit sur beaucoup d'hôtels français des réservations dont donc le référeur, donc la source de la résa, est Perplexity. C'est-à-dire de Perplexity directement sur le moteur de réservation, résa faite. L'IA se nourrit essentiellement d'historique, de faits passés. Lorsqu'on va être dans un rachat d'entreprise ou une modification de l'offre, comment être sûr de ne pas tromper le consommateur? C'est une bonne question. Si quelqu'un a une réponse. Là, à part de communiquer, il y a tous les communiqués de presse qui sont en train de remonter aussi en surface. De plus en plus, le communiqué de presse, c'était quelque chose qui était un peu mort. Mais effectivement, avec les IA qui recommencent à scanner un peu partout, ça recommence à avoir de la valeur. Ma première réponse, ce serait de communiquer à outrance là-dessus de manière officielle sur de la presse officielle, de manière à ce qu'à un moment, les IA tombent là-dessus et disent tiens, ouais, c'est passé. L'IA va pondérer les dates de parution ou ça va vraiment être le volume suivant l'article, si c'est toujours le petit déjeuner qui est mis en avant et justement l'arrêt du petit déjeuner par exemple. Est-ce que si ça a été fait il y a 20 ans, forcément ça va être moins répercutant ou non parce que le volume justement de cette information-là est tellement énorme qu'elle pourrait être. J'imagine que la date sera importante. Maintenant, je ne suis pas derrière pour pouvoir vous dire qu'est-ce que... Mais normalement, je pense que si c'est un minimum bien fait, ça paraît logique qu'une donnée qui est publiée là a plus de valeur qu'une donnée qui est publiée à 20 ans. Ce serait pas mal, mais je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui ça fonctionne. Non, pas aujourd'hui. Parce que très clairement, moi j'ai fait une recherche récemment sur les primes de partage de valeur, et tous les textes que je remontais datée de 2021, sauf qu'entre-temps, elle a été largement modifiée. Donc là-dessus, il faut être... Alors là, c'était un sujet social, bon, on est un peu prudent sur ce qu'on fait, mais quand on fait une recherche d'hôtel, etc., on ne va pas forcément aller prendre autant de temps pour vérifier si on a la data la plus récente. Et il y a un vrai risque, effectivement, de déceptif pour le client, qui pensait qu'il y avait une piscine, et en fait, entre-temps, on a supprimé la piscine pour faire une salle de séminaire. Enfin, je dis ça, mais typiquement, ça peut être ça. Et oui, ça peut être un risque déceptif. Alors, est-ce que ça sera... est-ce que ça va obliger l'IA à se réinventer? Sûrement. Je pense qu'au fur et à mesure, ça va s'adapter aux besoins, aux usages et apprendre. Hein. Voilà, encore une fois, c'est du machine learning. Donc, quand on verra les limites de l'objet, je pense que l'objet va naturellement évoluer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement fiable. Et c'est pour ça aussi qu'il faut être 2 fois plus prudent sur sa communication. Parce qu'à minima, quand le client vient, dit mais je suis venu parce qu'il y avait ça, si vous arrivez quand même à lui démontrer par A plus B que votre communication à vous est extrêmement claire et qu'on est désolé s'il a trouvé une vieille com, à minima, ça va quand même le calmer. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et là aussi, c'est de la compétence de votre équipe. Et la montée en compétence de vos équipes à la fois sur l'accueil du client et sa capacité à adoucir une situation critique, et la compétence des équipes sur la mise à jour, l'animation des réseaux sociaux, des blogs, etc. Alors, réseaux sociaux, tu l'as dit, hein, c'est un réseau fermé, donc ça ne sert pas à grand-chose pour l'IA. Par contre, les blogs, oui. Ça veut dire que si tous les mois, tu fais un blog sur ton site internet, là, effectivement, l'IA va aller se chercher de l'information et ce sera beaucoup plus pertinent que de faire un post sur Facebook. C'est surtout les FAQ. Comment il s'appelle Tony a parlé justement du vieillot. Le levier vraiment le plus simple sur vos sites internet, c'est justement les FAQ. Essayez de les alimenter le maximum possible avec le maximum d'informations. Sauf erreur de ma part, et réputation avec votre façon de répondre aux commentaires clients. Essayez d'être subtil, passer les bons messages sur les services que vous pouvez avoir dans votre hôtel, le petit déjeuner, mettre en avant. Parce qu'on ne sait pas à chaque fois, si on doit répéter les mêmes réponses aux clients qui sont satisfaits, ça ne sert pas à grand-chose. Mais faites un outil commercial et surtout, par la suite, ces informations remonteront si on les y a. Après, sur vos sites internet, les pages FAQ, c'est important. Dans mon périmètre, dès qu'on arrive sur un nouvel établissement, la première chose à faire, c'est justement les FAQ. À quelle heure le check-in, le check-out, les horaires des petits déjeuners, mettez à jour, je sais pas, les dates de fermeture des piscines, d'ouverture, ainsi de suite. C'est hyper important parce que, je reviens au sujet principal IA, le volume de recherche IA en 2024, ChatGPT est devenu le 5e moteur de recherche mondial. Il est bientôt sur le point de supplanter Yahoo, par exemple, pour ceux qui connaissent Yahoo. Et ça ne fait qu'augmenter. À un moment donné, on projette en 2030, ça va être 50-50 en volume de recherche IA, ChatGPT versus le moteur Google.
Et à un moment donné, on parlera du modèle économique des IA et leur impact pour nous, hôteliers. Comment on fait, là, la menace qu'on a sur les derniers mois par rapport à Expedia, Booking, maintenant, qu'on peut installer en US, justement pour réserver des hôtels, c'est clairement une menace par rapport à notre distribution en direct et notre business aussi. On verra par la suite quel modèle économique de ces IA et comment on peut, nous, s'en sortir. Ça, c'est la vraie question, en effet, puisqu'ils vont devoir, ils vont devoir chercher des fonds. Hein, Oui, pour l'instant, ils sont loin d'être rentables. Pour l'instant, ils ne sont pas rentables du tout, effectivement. Donc, il va falloir qu'ils trouvent un modèle financier pour exister. Et le modèle financier, ça va être nous. Hein. Enfin, à un moment donné, on l'a dit, hein, l'achat de mots-clés, ce sera plus sur Google, mais ça sera sur chat. Mais comment, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, il faut effectivement, comme il y avait, je pense, la recherche organique auparavant, hein, là, ce que vous êtes en train de stabiliser quand on vous parle de data sur vos sites internet et sur tout ce qu'on peut scraper comme information sur les avis clients, tout ça va faire le socle de votre recherche organique. Et après, les top-up, ce sera vos investissements vidéo qui vont être transformés. C'est ça. En fait, c'est vrai que tout ça a l'air nouveau, mais c'est comme la mode, hein, c'est cyclique. C'est-à-dire que ce qu'on vit là est exactement la même chose qu'on a vécu il y a 20 ans avec Google. C'est-à-dire qu'il y a eu Internet, c'était le Far West. Alors pour ceux d'entre vous qui ont connu le début d'Internet, quand on copiait-collait des listes de mots-clés, où on les mettait de la même couleur que le fond de son site web, comme ça passe. Et on était référencé, on créait plein de petits sites internet à droite à gauche pour faire du backlinking sur son site web. Enfin, tout ça, c'était une époque, c'était le Far West, c'était n'importe quoi. On testait des trucs. Puis tout ça, ça s'est stabilisé. On a eu vraiment ensuite toute la recherche organique. Au début, Google a commencé à mettre un petit peu des pubs. Aujourd'hui, et là, il y a eu encore une mise à jour, c'est-à-dire que quand vous faites une recherche sur Google, l'espace gratuit, il est là, quoi. Il n'y a plus que de la pub. Et en fait, la vérité, c'est que on est en train d'en vivre la même chose. Et donc là, on est dans cette espèce de truc un peu Far West, où on parle de technique, de répondre aux avis clients en disant qu'on est à Perpignan et qu'on associe, etc., pour que les IA le lisent. Donc on est un peu dans ce truc où on teste. Ça va à un moment se standardiser. Alors ça prendra moins de temps qu'il y a 20 ans. Oui. Et d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, voilà, on ne sait pas trop. Les pubs vont arriver dans tous ces systèmes-là. Et ensuite, on ne va pas acheter des mots-clés, on va acheter des intérêts, puisque les gens ne tapent plus des mots-clés, mais ils vont taper un intérêt. Et en fait, c'est exactement le même cycle. Et dans 15-20 ans, il y aura un nouveau truc qui va arriver, et tout le monde va se dire, c'est incroyable, ça change tout. Far West, stabilisation, pub. De toute façon, il faut savoir que pas le top développeur, un bon développeur chez OpenAI, c'est des salaires qui touchent le $1 million annuel. Donc il y a bien un moment, il va falloir qu'ils gagnent de l'argent. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit tous prêts à pouvoir faire des pubs. En tous les cas, il y a peu de chances que les coûts d'acquisition diminuent. Ça, c'est la mauvaise nouvelle du jour. Il ne faut pas trop rêver. Après, il y a aussi d'autres phénomènes. Typiquement, Booking. On en parlait au tout début, d'ailleurs, de ce matin. Si vous étiez attentif, il y a le côté assurance, réassurance. Quand je réserve à l'autre bout du monde, ça peut me rassurer que de dealer avec une société que je connais, Booking en l'occurrence. Et ces trucs-là ne vont pas forcément changer. Le site, quand le chat GPT, Gemini ou je ne sais pas qui peut me recommander des choses à faire sur la destination, des endroits où dormir, des endroits où manger, mais il y a quand même des chances, en particulier pour l'hébergement, que j'aille vérifier que ça me convient. Donc le site internet reste extrêmement utile. Les comportements d'achat humains ne vont pas radicalement changer. Peut-être que ce ne sera plus exactement la même manière de faire de la publicité, mais à la fin, le parcours client est à peu près le même, c'est-à-dire que j'ai des recommandations. Je vais vérifier si ça me convient, et si oui, et là il y a 2 chemins, soit je réserve en direct, si le site est assez incitatif et bien foutu et rassurant, soit je retourne sur la grosse plateforme que je connais bien et qui me rassure, ou parce que mon entreprise m'impose, dans certains cas, de réserver par une plateforme. Moi j'ai réservé par Regencia, là ça m'a fait un peu mal quand la réception m'a dit « Ah, vous avez réservé par Regencia, machin », mais je dis en fait je suis obligé, quoi. Et donc les fondamentaux ne changent pas complètement. Et puis à la fin, quand même, on
parle de réputation depuis tout à l'heure. La réputation, ce n'est pas des arnaques sur l'IA, c'est que globalement, statistiquement, les clients ressortent de l'établissement, de l'hôtel, du resto ou de n'importe quel commerce, satisfaits et soient suffisamment satisfaits pour accepter d'en parler. Donc les fondamentaux des opérations pour que ça se passe bien, que j'ai ma chambre en temps et en heure, que mon personnel soit souriant parce qu'il est bien traité, parce qu'il est formé, tous ces trucs-là ne changent pas. Et c'est bien de se le rappeler quoi, de temps en temps. Et il y a aussi un autre point, c'est que, alors je sais que ça va vous faire étrange ce que je vais vous dire, parce que vous êtes habitués, les commissions qui coûtent cher, etc. Mais en fait, le coût d'acquisition dans l'hôtellerie est plus faible que dans la plupart des autres marchés. Le coût d'acquisition moyen sur une entreprise, c'est plutôt 30 à 33%. Donc c'est comme si vous aviez 33% de commission. Donc là, effectivement, en fait, il est plus faible. Il va augmenter, c'est sûr, quand il va y avoir des nouveaux systèmes de pub, etc. Mais de toute façon, ce qui fait le succès d'une entreprise, c'est la fidélisation. C'est en fait à quel point on fidélise ses clients. Fidéliser un client coûte 6 à 10 fois moins cher que d'acheter un nouveau client. Donc plus ça va aller, et ça rejoint encore à ce que tu viens de dire Mathieu, c'est que plus ça va aller, bon, les coûts d'acquisition vont peut-être évoluer, mais après tout ce que vous allez pouvoir faire en termes d'expérience client, de prise de soins, de fidélisation, etc., vous allez fidéliser plus. Et en fait, il y a un moment, il y a une balance qui va se faire naturelle. De toute façon... Oui, mais il y a des choses qu'on ne pourra pas changer. Ce que tu viens de dire, et à juste titre, je suis obligée de passer par agency. Obligé par ça, j'ai pas entendu le dernier mot. Je suis obligée de passer par agency. Oui. Il y a des choses forcément. Non, c'est sûr. Il y a des choses qui changeront pas. Enfin, je suis obligé. Je me fais pas virer. Je me fais pas virer si je passe en direct la note de frais, mais il faut que j'ai un intérêt. Je reviens à ça. Il faut que j'ai un intérêt personnel à sortir du process. C'est ça. Non, mais Nous, en interne, donc moi j'étais patron d'une petite boîte qui a vendu à une grosse boîte. Donc maintenant on rentre dans des gros process et on a eu un petit topo sur les process de voyage justement, les notes de frais. Attends, Mathieu, c'est pas mauvais non plus de passer par Agencia. Hein. Pardon ? Si tu as négocié un tarif corpo Exactement. que tu as loadé, il ne coûte pas de commission à part les frais de GDS. Donc c'est plutôt positif. C'est un des segments sur lequel peut-être on a intérêt à pousser pour améliorer le mix client. Et si à la fin, moi je dis non mais en fait je viens toutes les semaines dans cette ville et je préfère aller dans le même hôtel, je veux dire c'est des choses qui peuvent être établies, mais il faut qu'à titre personnel, le voyageur, j'ai un intérêt à faire cette démarche interne pour bypasser le process. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler le client au corps pour ça. J'ai une histoire exactement comme ça. Un de mes amis d'enfance qui travaille chez Coyote, les détecteurs de radar, donc grosse société. Il est là depuis le début, c'est très structuré, il y a des process. Quand on réserve, donc leurs locaux sont à Suresnes, à côté de Paris. Et il y a 3-4 hôtels, Accor, Louvre, enfin des hôtels de chaîne autour. C'est là où on va. Et donc ça fait des années, lui il habite du côté de Tours, il vient 2 jours par semaine, ça fait des années qu'il vient et il va dans les mêmes hôtels de chaîne. Un jour, il n'y a plus de place. Et donc pas le choix, donc il est obligé d'aller dans le petit hôtel indépendant qui est à côté. Et donc il y va pour 2 jours. Et puis bon, il n'y a pas le choix. Il y va, réceptionniste super sympa. Le lendemain, il revient. Donc il s'appelle Sébastien. Le réceptionniste lui dit « Bonjour Sébastien ». Et il dit « Mais c'est la première fois, je suis juste venu hier et le réceptionniste se souvient déjà de mon prénom et m'appelle par mon prénom. » Ça, c'était il y a 3-4 ans. Il n'est jamais retourné dans un des hôtels de chaîne depuis. Maintenant, il continue, il fait toujours 2 jours sur Paris toutes les semaines et il va que dans ce petit hôtel-là. Juste parce qu'il y a eu un réceptionniste qui s'est rappelé de son prénom, qui a vu que le gars aimait bien qu'on l'appelle par son prénom. Il lui a dit bonjour Sébastien. Voilà. Et il réserve en direct. Il réserve en direct sur le site web depuis 3-4 ans. Voilà. Mais justement, sur le coût d'acquisition... Après, il y a quand même un truc, c'est avoir besoin tous les clients ne sont pas fidélisables. Ce truc, on peut reparler un peu de... Tous les clients ne sont pas fidélisables. Oui. Alors déjà, la notion de fidélité, ça ne veut rien dire. Si j'ai un hôtel en centre-ville à Lyon ou à Bourg-Saint-Maurice, la probabilité que mon client revienne toutes les semaines à Lyon est plus élevée que mon hôtel à Bourg-Saint-Maurice. Donc il y a quand même 2-3 fondamentaux comme ça. Et donc, ce qui est à nouveau important, c'est d'identifier les clients fidélisables. C'est pas la peine de travailler le client qui est venu par hasard dans l'hôtel et qui ne reviendra jamais. Le seul truc qu'on peut espérer de ce client, c'est qu'il laisse un avis positif. C'est pas la peine de lui envoyer des offres tous les 4 matins. Par contre, le client
qui vous dit, parce vous avez initié la conversation, ou qui répond à un questionnaire qui dit bah ouais, non, mais moi je viens hyper souvent à Lyon, bah là il y a un boulot à faire avec ce client. Et ce boulot, c'est un peu de newsletter, sûrement, mais c'est aussi l'équipe qui va, ou la direction qui va avoir un petit mot un peu sympathique et qui va... Mais franchement, j'enfonce des portes ouvertes, c'est du bon sens commerçant, il ne faut pas l'oublier. À condition d'avoir détecté. Et on en revient à et ça, c'est toute la conférence. Hein. c'est de la formation, hein, je pense, c'est de dire à vos équipes, poser des questions, papoter. On peut l'automatiser, là, c'est des outils, c'est ce qu'on fait assez bien, c'est de dire, dans ces communications pré-séjour, c'est pas juste leur donner le plan d'accès et les horaires de machin, c'est aussi leur poser 2-3 questions. Donc, la première question, c'est votre adresse email pour client booking. Mais question numéro 2, est-ce que vous venez souvent sur la région ? Si le client dit je reviens souvent sur la région, bah, ce client il doit aller dans un segment où on va pouvoir travailler ce client. Et ça c'est un des trucs dont je voulais parler, c'est que on parle de newsletter et tout ça. Aujourd'hui, les outils sont là pour faire en sorte de pouvoir mener des actions vraiment chirurgicales. Envoyer, parce qu'on vous a dit à une conférence qu'il fallait envoyer des newsletters et dire faire une newsletter par trimestre à toute ma base, je ne veux pas dire que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas génial. Et ce n'est pas génial en 2026 bientôt. D'ailleurs, heureusement, il y a la réglementation, la fameuse RGPD, qui cadre un peu les choses. Par contre, aujourd'hui, envoyer des communications vraiment ciblées de manière un peu chirurgicale, là, c'est efficace. Donc, ce client qui a dit bah, « moi, je reviens souvent sur la destination, il faut faire quelque chose ». Le client américain qui est venu par hasard, soit on ne lui dit rien, soit éventuellement on lui dit bah, « tiens, on fait du parrainage ». Éventuellement, on peut tenter ça. Exactement. La chirurgie, on peut la faire que si on a ça. Ah bah, de toute Et façon, si on a une bonne équipe. Mais ça, c'est Oui, sûr. bah, c'est- Bon, là, j'ai une carte de visite avec un truc à vous vendre, mais c'est plus très compliqué, ça coûte plus très cher, etc. Enfin, je veux dire, c'est plus très compliqué de faire ça. Et aujourd'hui, faire une newsletter, quand on a la donnée qui est mise à jour en temps réel. Donc, j'ai fait mon segment en avance. Mes segments, mes destinataires de mes newsletters est prêt en permanence. Quand c'est une IA qui va me faire le draft de la newsletter, qui ne va pas me la faire toute seule, complètement, mais qui va me préparer, qui va éviter le syndrome de la page blanche. Ben, en fait, ce qui prenait plusieurs jours à faire, je vous rappelez, il y a 10 ans, faire une newsletter, ça voulait dire aller quémander un export du PMS, ça prenait un peu de temps. Ceux qui ont bossé dans les grosses maisons, les grosses enseignes, etc. Il fallait que j'aille négocier un export d'opéra, machin. C'était déjà un projet en soi. J'ai récupéré mon export. Je passais quelques heures sur Excel à enlever les doublons, à retirer les gens qui avaient une résa à venir. Paf, quelques heures. Une fois que ça s'était fait et que mon directeur me disait mais tu n'as toujours pas envoyé ta newsletter, qu'est-ce que tu fous ? Il fallait en plus que je me dise bon maintenant qu'est-ce que je dis au client ? Donc effectivement faire une newsletter, ça prenait plusieurs jours, peut-être pas des jours hommes, mais ça s'étalait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Résultat, j'en faisais une par trimestre, c'était déjà pas mal, ou je déléguais ça à un tiers pour le faire pour moi en me disant bon, ça sera mieux fait, c'est pas forcément mieux. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, ma liste de destinataires, elle est prête. J'ai passé une demi-heure à la préparer une fois pour toutes, mais après, elle est toujours disponible, elle est à jour en temps réel. Générer ma newsletter, ça prend quelques secondes, du moins pour le draft. Peaufiner le draft, rajouter une image, etc., ça va me prendre une demi-heure de plus. Donc un truc qui prenait plusieurs jours, ça prend 1 heure aujourd'hui. Donc il n'y a plus vraiment d'excuses pour ne pas le faire. Et oui, il faut un logiciel et tout, mais ça coûte plus très cher. Et Chélie, en termes de distribution, donc on a bien compris que ça nous coûte très cher, mais J'ai entendu Tony dire qu'on est privilégié parce que nos coûts d'acquisition sont en dessous de 30%, si je comprends bien. Privilégié, oui et non, parce qu'il y a une autre difficulté, c'est que la différence, c'est qu'un hôtel, si vous avez 7 étages, c'est plus difficile de monter à 12 étages que pour une société de dire qu'à 7 clients, de passer à 12 clients. Donc effectivement, en fait, les top lines sont beaucoup plus durs à faire monter. Donc privilégié, oui et non, je disais juste qu'il fallait relativiser. Si on peut déjà avoir un bon PMS, bien travailler ses segmentations, enfin bien identifier ses clients et un CRM pourrait réellement aider. De aussi, souvent on se rend compte que beaucoup d'hôteliers cèdent beaucoup de promos sans forcément même faire le suivi. Enfin, quand on arrive, il y a généralement du Genius, du Member, à tout va, et puis alors promotion mobile, encore pire quand on n'améliore pas les ciblages parce que c'est réellement juste de la dilution de chiffre d'affaires. Alors je comprends parce que les market managers des hôteliers vous font vraiment peur en disant si vous enlevez les Genius, vous allez réellement
Mais en tout cas, On va juste, ouais, voilà. Merci. donc c'est vraiment, si on évite justement ce genre de promotion, bah, ça a déjà fait baisser votre coût d'acquisition. Par la suite, bah, ça passe par les équipes, oui, l'accueil, on a parlé de la réputation. C'est un levier simple qui permet réellement de satisfaire les clients et vous décorrèle vraiment du marché. Quand vous avez une excellente réputation, même de facto, je le vois dans mes hôtels Conyield, on est beaucoup moins enclin à baisser les tarifs publics sur le segment Indiv versus d'autres établissements où on a l'impression d'avoir un cercle vicieux sur lequel la réputation se dégrade, on baisse les prix, on fait venir un peu plus de clients qui sont insatisfaits et on rebaisse encore. Donc pour le coup, ce schéma-là, il faut absolument l'éviter. Et donc, bah, si tous ces maillons-là sont rassemblés, on peut quand même éviter de ne pas dégrader trop nos coûts d'acquisition. Et puis petit à petit, rajouter des briques technologiques dont l'IA pour pouvoir automatiser un certain nombre de choses, avoir plus de temps pour s'occuper encore plus du client. Et quand on s'occupe plus du client, on le fidélise mieux. Et une meilleure réputation, et c'est un cercle vertueux. Sur un cercle vertueux. C'est ça. Et on diminue largement ses coûts d'acquisition. Ouais, et je voulais juste revenir sur un tout petit truc que tu as dit tout à l'heure sur la formation des équipes. Parce qu'effectivement, bah, je pense que vous avez compris qu'un des messages qu'on essaye de vous donner, c'est toutes ces évolutions futures dépendent de la donnée. Et effectivement, bah, la donnée, il y a un moment, elle va dépendre de l'équipe. Et voilà, mais il y a tout un aspect en fait formation. Et je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue, donc bah, à l'époque où je faisais aussi du CRM, et où j'avais un hôtel qui avait, je sais plus, 20 ou 25% d'adresses mail dans le PMS. Et à un moment, je vais voir la directrice, je dis, mais enfin, on vous a donné tous les outils. Ah oui, mais en fait, c'est compliqué de récupérer les adresses mail. Ah bon, première nouvelle. Dans quel monde c'est compliqué? Si. Elle fait venir sa chef de réception. Sa chef de réception arrive et je dis, ah bon, mais c'est compliqué de récupérer les adresses mail, pourquoi? Et là, la chef de réception me fait, mais les clients ne veulent pas donner leur adresse mail, monsieur. Et c'est sur quoi je lui réponds, mais comment ils ont fait pour réserver chez vous? Ils n'ont pas donné leur adresse mail sur Booking? Et là, il y a un silence. Il y a un moment, ils vous ont donné l'adresse mail. On est d'accord? Oui, mais donc faut juste lui dire que Booking ne vous l'a pas donné, l'adresse mail. Ah oui, c'est vrai. Et je me dis, bah oui. Et résultat, hop, petite formation très simple. Du jour au lendemain, on est passé de 25 à 75% d'adresses mail récupérées. Là, je donne l'exemple sur l'adresse mail. Mais en fait, sur la façon de récupérer les données, il y a plein de moyens de former vos équipes pour le faire avec intelligence. Et en fait, que le client, il se dise, c'est génial, c'est super. En fait, on a amélioré l'expérience client. C'est une petite anecdote. Et vous voyez, si quand, au formulaire, enfin, au moment du prestat, vous lui dites, on va essayer d'améliorer votre expérience client, au moment du check-in, ben, pour pouvoir vous envoyer la facture, on a besoin de ces informations. Tiens, on a une petite offre fidèle uniquement pour les clients qui reviennent régulièrement. Vous revenez régulièrement, vous, monsieur, ou pas? En fait, tout ça, ce sont des choses qui sont assez simples à mettre en place, mais ça dépend vraiment de la formation de vos équipes. C'est une belle conclusion, la formation de l'équipe, je trouve. On a, alors, je vais encore faire ma vieille, puisqu'on m'a rappelé tout à l'heure que je connaissais le Telex, donc je me suis pris une petite claque. C'était pas sympa. Mais ceci dit, et là je vais faire dinosaure. Moi, j'ai connu le passage de la main courante manuelle à la main courante électronique et de la main courante électronique au PMS. À l'époque, je ne travaillais pas, hein, j'étais enfant, mais quand même, je l'ai vu de mes yeux vus. Et tout ça, c'est des changements technologiques qui ont nécessité une formation et une adaptation. Et là, eh ben, c'est simplement le changement technologique de 2025, 2026, etc., bah c'est celui-là, c'est celui de l'IA. Et tout comme à l'époque, on a dû adapter nos équipes à des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de traiter avec les clients, et ben aujourd'hui, il faut qu'on intègre ces nouveaux paramètres-là dans notre formation, dans nos process d'accueil et de check-out d'ailleurs, parce qu'on a parlé un peu de check-in, mais quand même au check-out on fait beaucoup, et en particulier sur les avis clients et en particulier sur la réponse aux avis clients. Il y a d'ailleurs des chaînes pas forcément dans l'hôtellerie, mais dans d'autres marques qui sont extrêmement douées là-dessus, chez Darty ou je sais pas quoi, quand vous y allez et qu'on vous dit « Ah, mais vous allez recevoir un petit commentaire » et surtout, si vous mettez 4, c'est déjà une mauvaise note. 4 sur 5, s'entend, c'est extrêmement bien fait, mais ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent faire partie d'un process de formation de nos équipes et d'adaptation en réalité à une nouvelle réalité qui est la nôtre. Donc effectivement, on est sur un changement de
d'air complètement, enfin un changement de process qui est guidé par l'IA, mais qui doit nous permettre de gagner en efficacité, en efficience, et de remettre de l'humain, en réalité, au service de nos clients. C'est là-dessus, je pense, qu'on a notre rôle à jouer si on ne veut pas que notre industrie se termine et devienne juste un distributeur de clés et que nos marges soient complètement consommées par les différents prestataires intermédiaires dont on aura de plus en plus besoin parce qu'effectivement, nos coûts d'acquisition vont augmenter si on ne fait pas le taf en interne. Un petit regard croisé quand même sur les points clés de cette matinée qui commence. Tony, vas-y. Allez, Juste Non, par c'est rapport à pardon. ce que vous venez de dire, Véronique, c'est dans le monde idéal, c'est d'avoir vraiment des systèmes complètement connectés, autonomes. En gros, on peut avoir un super PMS qui permet, in fine, de récupérer la bonne data, d'envoyer le bon stock, un RMS qui est connecté, qui ajuste vraiment, anticipe et donne réellement le tarif qui maximiserait les performances et qui l'enverrait directement sur les différentes outillés. L'idée de l'IA, c'est automatiser des choses qui, pour le coup, donnent un vrai pouvoir à la machine pour optimiser, mais redonne un peu à l'hôtelier son vrai métier qui est d'accueil, de tenir bien son établissement pour justement bien satisfaire, assurer les fondamentaux de l'hôtellerie et assurer son accueil pour satisfaire les clients. Donc c'est un peu ça le sujet, peut-être dans l'avenir, c'est d'utiliser le maximum des outils pour l'hôtellerie dotés de l'IA et se concentrer au maximum ou prendre un peu plus de temps pour se détacher de ces aspects-là et s'occuper vraiment de l'hôtellerie, l'accueil, fondamentaux et l'animation du personnel et les salariés. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Moi, je vois vraiment que le futur de l'hôtellerie va être un futur très déconnecté de vos logiciels. Et j'espère que tous les éditeurs de logiciels vont pousser dans ce sens-là. Enfin, j'imagine, pour revenir à un moment où on parlait du PMS ultime, pour moi, un PMS ultime, ce serait un PMS qu'on n'ouvre pas. C'est un PMS qu'on ne regarde pas. C'est un PMS qui se contente de nous dire, voilà les check-in de la journée, t'en fais pas toutes les factures, tout est déjà prêt, les paiements, etc. Il y a juste ces 2-3 trucs-là que tu as à faire. Ça, c'est le PMS ultime. Et tous les logiciels hôteliers arrivent à un stade où on ne s'en occupe plus. On est en train de faire autre chose, on est en train de s'occuper des clients. Donc pour moi, on a vraiment cet avenir qui va arriver petit à petit. Et de l'autre côté, ça va être l'ouverture du monde du voyage à des gens qui, jusqu'alors, ne pouvaient pas voyager, principalement pour des raisons de langue. Et je pense qu'en fait, l'avenir de l'hôtellerie, il est brillant. Et c'est extraordinaire d'être hôtelier maintenant avec ce qui est en train d'arriver. Donc moi, je pense que vous allez kiffer. Pas beaucoup plus à dire. En tous les cas, je pense qu'il ne faut pas investir trop de temps sur former les équipes, à utiliser l'IA et tous ces machins-là. Ils n'ont pas besoin de formation, tous, autant qu'ils sont. Il y a peut-être un truc qu'on peut faire parfois, c'est de valoriser les gens qui utilisent l'IA dans leur travail, en disant toi tu travailles de manière un peu plus efficace, mais toujours contrebalancé par le fait qu'on les libère pour faire autre chose à plus forte valeur ajoutée. Mais s'il y a des formations à faire, moi je pense que c'est surtout sur les jeunes qui commencent à travailler, c'est sur ce côté relation client face-to-face. Je suis probablement un peu biaisé parce que j'ai une fille de 16 ans. Je m'inquiète qu'elle devienne handicapée sociale, c'est-à-dire qu'elle ne fait que chatter et faire des vocaux, etc. Par contre, aller parler à quelqu'un, elle a du mal à le faire. C'est probablement un petit peu l'âge, mais je pense que c'est aussi une cohorte là de personnes qui ont utilisé ces téléphones depuis qu'ils ont commencé à être entrés dans l'âge adulte. Donc probablement que pour les jeunes hôteliers, les jeunes réceptionnistes, il y a un vrai travail à faire sur le comportement, comment on accueille les gens, comment on se tient à l'accueil, à la réception pour initier la conversation, comment on initie une conversation en dehors du chat ou machin. Et je pense que là, il y a des trucs à faire, il y a des choses à faire pour aider les plus jeunes professionnels à être sur cette relation client un peu traditionnelle. Tu sais que j'ai une amie à moi qui m'avait dit, je ne recrute plus dans les écoles hôtelières, je recrute dans les écoles de théâtre. Ouais. Parce qu'elle cherchait ça. Après, c'est peut-être un peu extrême.
fait quand même quelques C'était codes déjà dans le cas en l'hôtellerie. salle. Il y avait déjà eu quelques expériences comme ça en salle, Ouais. historiquement. J'ai un client, le Terrasse Hôtel à Paris, c'est un de mes vieux clients. Waouh, ça fait longtemps que je peux pas y Quand ils ont, comme beaucoup d'hôtels à une époque, ils ont changé complètement l'accueil, le hall d'accueil. C'est plus une vraie réception avec le comptoir, c'est une espèce de table. Machin. Et en fait, quand ils ont rénové l'hôtel, ils ont pris tout le personnel. Il y a des gens qui sont partis, qui ont dit non, mais moi je ne peux pas bosser dans ces conditions. Enfin, peut-être un ou deux, mais en tout cas ça a marqué les esprits. Et puis après, ils ont pris effectivement tout le staff et les ont mis en formation dans une école de théâtre. Waouh. Et je me souviens que le réceptionniste me disait, moi j'ai appris à me créer mon espace vital autour de moi. Parce que quand j'ai un groupe qui arrive, ils sont tous sur moi, j'ai une manière de faire pour avoir mon petit mètre carré autour pour pouvoir travailler sereinement. Donc oui, la formation de théâtre, c'est pas mal. On peut former au théâtre des gens qui ont fait une école hôtelière, comme ça on lit les deux mondes. Mais... Non, mais Ou on peut leur faire des ça, jeux de c'est rôle. important parce que dans vos rôles de responsables dans vos fédérations, vous avez des relations avec les centres de formation locaux, etc. Si vous avez des CFA, effectivement, abordez ce sujet-là avec vos CFA pour que ces notions-là soient mises en avant. Parce qu'en effet, comme le disait Mathieu, finalement, la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'auront pas trop de mal à utiliser ces outils-là. Ils sont, contrairement à nous, ils sont nés avec. Donc, ils sauront les utiliser, les apprivoiser. Par contre, là où ils ont plus de mal, effectivement, c'est là où il faut qu'on mette le doigt sur la formation. Et c'est là où vous avez un rôle à jouer. Et par contre, votre rôle à jouer vis-à-vis de nos adhérents, c'est effectivement d'aller leur porter la bonne parole sur les intérêts qu'on a développés ce matin, de consolider la data, la e-réputation, globalement l'image numérique de leurs entreprises, et consolider effectivement leur distribution et leur stratégie tarifaire et de distribution via les différents canaux existants, parce que c'est là qu'on gagne des points de marge et c'est là qu'on arrive à se développer. Donc cette double mission qui vous est confiée en tant qu'élu de votre branche, en tout cas merci d'avoir assisté presque sagement pour tous à cette matinée. Non, Brice n'était pas là. Les Là, c'était vice-présidents ne mieux. sont pas du tout vidés. Comment ? Non, je taquine, je dis Brice n'était pas là. Non. C'était plus calme. Merci à tous. Merci à tous. Merci surtout à nos intervenants. Merci Chély Charidouilhild d'avoir fait le déplacement jusqu'à, on peut le dire, Perpignan, qui est quand même pas tout à fait le centre du monde. Brice n'est pas là, donc je me permets. Merci Tony. Je vous invite tous à vous connecter sur sa chaîne pour suivre attentivement ces informations. Vous avez compris qu'il a plein de choses à nous raconter. Merci. Et merci Mathieu pour ton éclairage qui est historique sur notre métier et sur notre façon de fonctionner dans nos entreprises. Merci beaucoup. Merci à toi. vous, Véronique. Merci beaucoup. Et merci à tout le monde. Merci. Ah oui, je vous invite tous à faire un tour au village des partenaires. Ils vous attendent et il y a plein de nouveautés ou pas, ou de fournisseurs à saluer. Mais en tout cas, faites-nous la joie d'aller leur rendre à tous visite. Merci. Ouais, mais en fait, c'est en